Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du régime relatif aux câbles et pipelines conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. 99% des flux de télécommunications passent par les câbles sous-marins en augmentation avec la montée en puissance des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces grands acteurs de l'Internet. Depuis le 19e siècle et l'installation du premier câble transatlantique entre Douvres et le Cap Grinet, afin de relier les bourses de Londres et de Paris, un réseau de câbles sous-marins télécom relie tous les continents du monde. La redondance des câbles et la diversité de ces connexions, que ce soit des points d'arrivée de câbles sur le territoire, des pays reliés, des fournisseurs et opérateurs de câbles, est un enjeu de résilience pour les États. De cette façon, la coupure de l'un d'eux ne perturberait pas le fonctionnement de ces infrastructures vitales. En revanche, la coupure simultanée, par exemple dans le cadre d'un piratage informatique visant les systèmes de contrôle et de gestion des réseaux au sein des stations de câbles de plusieurs d'entre eux, pourrait fortement impacter les économies et toutes les activités dépendantes des communications. Ils sont vulnérables aux phénomènes naturels, tremblements de terre, séismes sous-marins, tsunamis, icebergs et éruptions volcaniques, mais avant tout sujets à des accidents causés par les ancres de navires et les filets de pêche qui sont à l'origine d'environ 70% des dommages causés aux câbles sous-marins dans le monde. Ainsi déjà, le premier texte international portant sur les câbles sous-marins, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la Convention internationale relative à la protection des câbles sous-marins de 1884, durant la période télégraphique, vise à encadrer la protection des câbles face à une potentielle rupture ou détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable en haute mer, mais celle-ci ne s'applique pas en temps de guerre. Les câbles télécoms en fibre optique ne sont pas les seuls câbles posés sur les fonds marins. On compte également les câbles télégraphiques ou téléphoniques sous-marins, les câbles à haute tension ainsi que les pipelines sous-marins acheminant du gaz ou des hydrocarbures. La Convention traite à la fois de la pose des câbles et de la compétence des États et des cas de rupture de câbles. C'est ce que nous allons étudier. Ce réseau de câbles traverse ainsi les espaces maritimes, ce qui pose des questions juridiques. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consacre la libre pose des câbles sous-marins, liberté déjà consacrée par la Convention de Genève sur la haute mer de 1858. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins, que ce soit sur le plateau continental, article 79, ou sur le fond de la haute mer au-delà du plateau continental, article 112. On notera un facteur commun entre les articles 58, 79 et 87. Il pose le principe que tous les États disposent de la liberté et du droit de poser des câbles. Cependant, et depuis les débuts de la pose de câbles sous-marins, ce ne sont pas les États, mais des acteurs privés qui posent les câbles, comme l'illustre l'arrivée des GAFAM déjà évoqués. Aujourd'hui, il y a ainsi très peu de câbles sous-marins en dehors de ceux sous intérêt chinois. L'État peut cependant investir dans ce domaine comme le fait l'État français qui souhaite maintenir sa capacité d'autonomie sur le secteur stratégique des câbles sous-marins et notamment garantir son indépendance numérique en rachetant en novembre dernier 80% de l'entreprise ASN, Alcatel Submarine Network. Cependant, cela ne lui donne pas de souveraineté sur les câbles et l'on ne peut pas intervenir sur un câble sans demande de l'opérateur. On remarquera donc que malheureusement, les dispositions de la Convention ne semblent pas adaptées de ce point de vue. La mer territoriale étant sous souveraineté de l'État côtier, celui-ci est compétent en matière de câbles sous-marins. En France, la compétence du préfet maritime s'applique en tant qu'il s'agit du domaine maritime public, ou pour les outre-mer, du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer assisté du commandant de zone maritime. Dans la ZE et sur le plateau continental, une simple notification du tracé aux autorités compétentes de l'État côtier est nécessaire. Enfin, dans les eaux archipélagiques, l'article 51, paragraphe 2 prévoit que les États archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d'autres États et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage.
Ils autorisent l'entretien et le remplacement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d'entretien ou de remplacement envisagés. Dans tous ces espaces sujets à notification ou autorisation de l'État côtier, des conflits de souveraineté peuvent intervenir entre États se disputant une zone, ce qui peut entraver l'installation de nouveaux câbles ou la réparation de câbles déjà existants. La pose de câbles dans ces espaces peut également être limitée par l'expression de droits souverains de l'État côtier, comme la liberté d'exploration et la liberté d'exploitation. De cette manière, si le tracé d'un câble sous-marin entre en contradiction avec la volonté de l'État souverain, le tracé devra être modifié. La Convention prévoit ainsi que sur le plateau continental, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines, sa compétence se limitant à pouvoir prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, c'est-à-dire des mesures de protection et de préservation de l'environnement, et agréer le tracé des pipelines posés sur le plateau continental. Une limitation est apportée à cette liberté de pose des câbles sous-marins sur le plateau continental comme au-delà des juridictions nationales pour ne pas mettre en péril les câbles déjà posés. La Convention prévoit en effet que lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États tiennent dûment compte des câbles et des pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci. On remarquera ainsi que la Convention cherche à garantir au mieux l'installation et la réparation de ces infrastructures essentielles ainsi que la sécurité de celles déjà posées. Abordons à présent les cas de rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin prévus aux articles 113 à 115 de la Convention. L'article 113 prévoit que tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions tout acte délibéré ou dû à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction. Le champ d'application de cet article concerne tout ce qui est câble à haute tension, pipeline sous-marin en haute mer, gaz ou hydrocarbures et câbles télégraphiques ou téléphoniques sous-marins. Enfin, une dernière condition s'ajoute qui concerne l'occurrence même potentielle d'un dommage dans la mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Sont visés tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines ou y tendant délibérément. Une exception est prévue lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire, donc pour un motif légitime. L'article 114 traite de cas d'un dommage causé par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline et par la pose d'un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction et prévoit l'obligation pour l'État propriétaire d'adopter des lois et règlements nécessaires pour que cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu'elle a causés. Cette disposition n'est pas appliquée de manière uniforme au niveau mondial. Des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont établi des sanctions dissuasives, d'autres comme la Suède imposent une responsabilité stricte en matière de réparation des dommages, et enfin d'autres encore ont adopté des sanctions pour mettre en œuvre leurs obligations, mais qui sont devenues obsolètes, comme les États-Unis qui n'ont pas actualisé le montant des sanctions depuis plus de 130 ans. Enfin, de nombreux autres États n'ont adopté aucune mesure, même lorsque leurs obligations conventionnelles les y obligent. La France, en revanche, peut être vue comme un bon exemple en matière de déclinaison de la Convention de 1884 aux articles 72, 73 et 81 du Code des postes et télécommunications. La limite est la compétence des juridictions françaises de pouvoir arraisonner et sanctionner un navire étranger au-delà du domaine public maritime, c'est-à-dire dans la limite de la mer territoriale. Or, avec le développement des EMR, énergie marine renouvelable, et des champs d'éoliennes offshore et notamment en ZEE, le réseau de câbles électriques sur le fond des mers va s'accroître considérablement. Enfin, l'article 115 prévoit l'indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin, en sommant les États d'adopter
les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toute mesure de précaution raisonnable. À noter que pour éviter ces incidents, les positions des câbles sont cartographiées et les informations sont librement accessibles aux parties concernées, par exemple les pêcheurs. Certains États ont établi des zones et des couloirs de protection des câbles qui interdisent des activités spécifiques présentant des risques pour les câbles sous-marins, notamment la pêche et l'ancrage. Enfin, on peut noter que le traité des Nations Unies sur la haute mer, adopté à New York le 19 juin 2023, dit traité BBNJ, pourrait exiger la réalisation d'études d'impact sur l'environnement pour les câbles dans les zones de haute mer et restreindre les transits et les réparations de câbles dans les nouvelles zones marines protégées en haute mer. Cela imposerait des coûts et des délais importants pour les nouvelles constructions et les réparations et aboutirait à des routes de câbles moins efficaces et moins résistantes. Les câbles sous-marins sont moins concernés par les dispositions traitant de la pollution marine. En effet, ce n'est pas une industrie ayant des effets néfastes importants sur l'environnement. On peut toutefois penser au problème des câbles désaffectés abandonnés. En la matière, la France prévoit à l'article 28 de l'ordonnance numéro 2016-1687 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qu'à la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site. Nous avons pu voir dans cette vidéo que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer garantit la liberté de pose des câbles sous-marins dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et en haute mer. Elle veille également à garantir leur réparation et la sécurité de ceux déjà posés, notamment par d'autres entités. Cependant, le régime prévu par la Convention semble lacunaire. Tout d'abord, il semble considérer les États comme propriétaires des câbles, alors que cela n'a jamais été le cas en pratique, si ce n'est de manière exceptionnelle. Par ailleurs, en ce qui concerne la protection de ces infrastructures, l'arsenal juridique international semble aujourd'hui insuffisant au vu de leur fragilité, de leur importance stratégique pour l'économie mondiale qui en fait de potentielles cibles. Ces questions ont été longtemps remisées, mais les prévisions qui prévoyaient l'obsolescence des câbles sous-marins de par le développement des communications satellitaires se sont avérées fausses. En effet, avec l'avènement de la fibre optique et l'explosion des flux de données, les câbles sous-marins ont de beaux jours devant eux. Il est donc aujourd'hui nécessaire de combler les lacunes juridiques existantes. Enfin, en raison du rôle stratégique qu'ils ont et de leur vulnérabilité, l'OTAN a, dès 2020, inscrit la priorité de la protection des câbles sous-marins dans son agenda et mène des missions à cette fin, notamment en mer Baltique. L'Union européenne a également investi dans la lutte anti-sous-marine et sur les fonds marins, dont fait partie la nécessité grandissante de surveiller et protéger les infrastructures sous-marines critiques telles que les câbles sous-marins, en soutenant au travers du Fonds européen de défense le projet Secure lancé en novembre dernier. Les États peuvent ainsi veiller à leur sécurité bien qu'ils n'en soient pas propriétaires. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.